Voilà, donc Florence Alexis et Jean-Marie Théodat vont signer Oser la liberté, le catalogue de l'exposition du Panthéon, de la superbe exposition du Panthéon. Et Jean-Claude Broussard et Jean-Marie Théodat vont signer Après Vertière, Naissance d'une nation. Donc vous pouvez acheter vos livres à côté, à la librairie, et puis venir faire signer. Donc je vais leur passer la parole. Je vais d'abord, honneur aux dames, passer la parole à Florence. Je ne vais pas faire un grand discours, mais peut-être vous dire pourquoi on avait choisi le titre et puis comment dans quel esprit Jean-Marie Théodat et moi nous avons un peu travaillé. Et l'idée principale qui nous a occupé l'esprit, c'est que plutôt que de raconter une histoire de l'esclavage, on a voulu s'insérer dans une histoire de la liberté. C'est probablement le point le plus important pour nous, parce qu'on considère que les gens qui ont résisté à l'esclavage depuis l'origine, depuis l'invention même du système, sont des combattants de la liberté, et ils ont fait vivre des valeurs, même avant même que les Lumières les proclament ou les plaident. Ils ont été d'une certaine manière les premiers abolitionnistes. Donc c'est dans cet état d'esprit qu'on a pensé l'exposition. C'est pour ça que ça s'appelle Oser la liberté. La deuxième idée qui nous a guidés, c'était de saluer leur courage et leur intelligence. Donc comment aussi toutes ces luttes ont pu s'articuler politiquement pour arriver à aboutir et à obtenir l'abolition, la première abolition de 1794, surtout à l'initiative de la future République d'Haïti, donc de la révolte de l'insurrection de Saint-Domingue, et puis ensuite l'abolition de 1848. Et on a voulu également, pour faire un tableau le plus complet possible, c'était aussi de montrer que ce sont des combats qui ne sont pas terminés, et qui ne sont en fait jamais terminés, mais en tout cas pas terminés dans l'idée que après les deux abolitions, les combats ont dû continuer et d'une certaine manière continuent encore, notamment contre le racisme aujourd'hui, puisque le racisme étant, et ça on le développe dans l'exposition, un des lourds héritages de la traite esclavagiste qui a construit l'inégalité, qui a construit la discrimination. Et voilà, alors, comme je disais tout à l'heure, on a été très heureux parce qu'on a eu énormément de visites. Je suis heureuse de dire, de partager avec vous cette information que le Panthéon a battu tous ses records de visiteurs à la fin de 2023 au début de 2024. Donc on a la vanité de penser qu'on y est un petit peu pour quelque chose. Je crois quand même qu'on y est pour quelque chose. On a eu notamment beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants. Et c'est vrai que quand on a réfléchi à l'exposition, qui était quand même une gageure, un sujet difficile, politiquement très difficile à traiter, très délicat, on a pensé aux jeunes tout le temps. Donc si on a atteint notre objectif de les sensibiliser et de partager ces connaissances avec eux, je crois qu'on peut dire qu'on a en partie atteint notre objectif. Voilà, je vais passer la parole à Jean-Marie. Merci à vous également d'être là aujourd'hui pour partager avec nous ce moment. Florence a eu raison d'insister sur cette première dimension du propos, c'est-à-dire insister sur l'histoire non pas de l'esclavage mais de la liberté, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais cessé finalement d'être un objectif pour celles et ceux qui ont été mis en esclavage. Le deuxième élément de ce combat, c'est son caractère universel. C'est l'universalité du combat en faveur de la liberté et l'absence de clivage eu égard à la couleur, au sexe ou à la religion. Au sens que, dès le départ, à la fois pour et contre l'esclavage, il y avait des blancs et des noirs de part et d'autre de la ligne de front. D'accord ? Les États africains, les royaumes africains ne sont pas totalement innocents, d'accord, dans la mise en place du trafic triangulaire. Même contraints et forcés, même à leur corps défendant, on peut dire que certaines élites ont également profité en Afrique de ce commerce odieux. Et il était important de dire que ce n'était pas un combat des Noirs contre les Blancs, ce n'était pas un combat des Métis contre les Indigènes, c'était un combat, on va dire,
de l'autorité contre un état d'esprit libertaire, un état d'esprit libéral, pourrait-on dire, qui n'a pas attendu précisément les Lumières pour faire valoir ses droits. C'est pour ça que dans cette exposition, nous avons essayé autant que possible de mettre en lumière non seulement des héros anonymes, mais également des héroïnes, mais aussi des héros inattendus, comme des paysans français qui, pour 60 des 36 000, des 60 000 cahiers de doléances qui ont été rédigés, ont exigé, écrit noir sur blanc, l'abolition de l'esclavage dans les colonies, parce que cela paraissait totalement inadmissible pour les consciences déjà travaillées au corps par l'esprit des Lumières. C'est dire donc que cette exposition remet en lumière je dirais, la construction d'un savoir commun, d'un savoir collectif, d'un principe qui, avant d'être universel, est d'abord un principe mutuel. Et c'est ça que nous avons voulu rappeler. C'est aussi le moment de peut-être rappeler ce qui ne peut pas être rendu par le catalogue, c'est la scénographie. Moment de rendre hommage au travail des scénographes qui, pendant tout le processus, nous ont accompagnés pour imaginer cette immersion à la fois sonore par une variation de ton, une variation de couleur, une variation d'ambiance qui rappelle les bruits du moulin, qui rappelle le bruit des aqueducs, qui rappelle le bruit de l'atelier du maréchal Ferrand. Tout cela pour dire que, et sans oublier bien entendu les chants et les mots d'ordre en créole que l'on pouvait entendre et qui sont des éléments, on va dire, qui permettent d'ancrer le visiteur. En ce sens, pour nous, ça a été un triple défi, un défi d'ordre intellectuel, parler d'une question, j'ai envie de dire, irritante, mais sans avoir l'air de prendre parti, justement dire que c'est un combat universel, nous en rendons compte avec des principes universels. Un défi d'ordre scénographique, il fallait rendre cela. Et pour ceci, c'est un travail d'équipe dont vous avez pu voir le résultat. Et enfin, un défi d'ordre esthétique, parce que au-dessus de la crypte, il y avait la très belle exposition du travail de Raphaël Barontini, qui, comme dans notre exposition, donne un visage à des héros qui sont restés dans notre mémoire, mais dont nous avons perdu les traits, parce qu'ils ont été précisément occultés, ils ont été précisément mis sous le boisseau par le roman national français. Donc, en quelque sorte, ensemble, nous avons essayé d'apporter notre contribution à, non pas un roman national, mais à un roman partagé, qui ne peut plus être un roman épique, parce qu'il y a des pages d'ombre dans ce roman, qui ne peut pas non plus être un conte pour enfants, parce qu'il y a des moments sanglants qu'il faut librement assumer, reconnaître, mais c'est ici que la lucidité et le courage importent pour faire notre travail d'intellectuel. Voilà. Le catalogue apporte des éléments, je dirais, complémentaires et enrichit même le propos de l'exposition, parce que dans les délais, on nous a demandé de réaliser cette exposition en un peu plus d'un an, ce qui était un tour de force au niveau de la mobilisation des prêteurs, des conditions d'accrochage qui sont très compliquées au Panthéon, parce que ce n'est pas un musée. Donc ça nous donne des contraintes techniques qui sont importantes et de sécurité. Donc on n'a pas pu obtenir toutes les œuvres, tous les objets, toutes les archives qu'on aurait aimé pouvoir présenter. Et c'est l'avantage d'avoir le livre catalogue aujourd'hui, c'est qu'on a pu mettre dans le catalogue des tas de choses qu'on n'a pas pu présenter dans l'exposition. Donc pour ceux qui n'ont pas vu l'exposition, il ne faut pas avoir trop de regrets, parce qu'en fait le catalogue vous apporte encore des choses qui n'y étaient pas et complète un peu le portrait. Alors pour faire un peu la transition aussi, parce que c'est important, il y a 2 livres ici que Haïti Futur a décidé de présenter. Le deuxième livre, je vais laisser mes camarades Jean-Claude et Jean-Marie en parler, mais il s'agit évidemment de la dernière bataille, donc la bataille de Vertières,
ils vont vous raconter comment, dans quel esprit ils ont conçu le livre. Et évidemment, Vertières est un des temps forts de l'exposition également, puisque c'est la dernière bataille au cours de laquelle les troupes françaises vont être battues par le général Dessalines et vont pouvoir accéder à ce qui va être quelques semaines, quelques mois plus tard, la déclaration, la proclamation d'indépendance de la République d'Haïti. Donc on va également vous présenter le deuxième livre, donc après Vertières. L'origine du livre, c'est la découverte d'un document qui est une copie conforme de l'acte de capitulation signé entre Dessalines et Rochambeau. Voilà. Alors, on avait trouvé ça sur une vente sur Internet, etc. Donc on avait acquis ce document et on s'est dit on va le comparer aux originaux. Et on a été à la recherche des originaux et on n'en a pas trouvé. Voilà. Donc, ni du côté haïtien, cet original, enfin en tout cas, jusqu'à présent on ne l'a pas retrouvé, ni dans les archives françaises. Cet acte de capitulation original n'existe pas non plus, mais il y a autre chose quand même qui existe. Et donc on s'est dit on va regarder au moins qu'est-ce que les auteurs disaient de l'acte de capitulation. L'acte de capitulation, c'est l'armée française perd la bataille de Vertières, hein, et Dessalines accepte de signer un acte de capitulation qui permet à l'armée française de partir dans les 10 jours. Bon. Alors, les auteurs haïtiens, les plus connus comme Madiou, Beaubrun, etc., ont largement, je dirais, cité cet acte de capitulation, donc ça a été la base de comparaison. En France, aux archives de Vincennes, parce que Rochambeau a été fait prisonnier par les Anglais au sortir du Cap, hein, c'est pour ça que Dessalines l'avait laissé partir, parce que les Anglais allaient le faire prisonnier à la sortie du Cap haïtien. Et Rochambeau donc avait probablement l'autre copie qui a été prise probablement par les Anglais, mais qui lui ont laissé faire une copie conforme, voilà, puisque la copie conforme est sur papier anglais. Mais la deuxième copie est peut-être dans les archives anglaises. On a recherché, mais on ne l'a pas encore trouvée, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Hein. Des fois, on retrouve des choses dans les archives anglaises des années ou des dizaines d'années après. Et donc, on a comparé les différentes versions, ce que disaient les auteurs haïtiens, ce que disait la copie conforme, et ce que disait Rochambeau lorsqu'il est revenu en France au sortir de sa détention. Donc il est sorti en 1809, c'est ça. Voilà, donc 6 ans après. Lui fait une copie de mémoire en disant voilà ce que je me souviens de l'acte de capitulation que j'ai signé. Voilà. Bon, et on s'aperçoit que chacun essaie de tordre un peu la vérité dans le sens. Voilà. Alors la version haïtienne est probablement la plus proche de la réalité, puisque à l'époque ils avaient toujours l'original. Ce que fait Rochambeau de mémoire est un peu plus éloigné encore de la réalité. Voilà. Bon. Et on s'est dit, c'est peut-être l'occasion de parler de cet acte de capitulation avec Jean-Marie, et avec une difficulté, c'est que Vertières est très très connu en Haïti, je dirais même trop connu, hein, c'est enseigné dans l'histoire, mais sous un certain angle de roman national. Et en France, c'est l'occultation permanente. C'est-à-dire que Vertières n'est rentré dans le dictionnaire que grâce à Daniel Ferrière il y a peu de temps. Mais c'est quelque chose qu'on ne voit jamais dans les histoires. Et donc, en France, on n'en parle pas, hein, puisque Napoléon a été victorieux jusqu'à Waterloo, pratiquement. Voilà. En oubliant un peu la campagne de Russe. Et puis Trafalgar, et puis la campagne d'Égypte. Enfin, comme c'est lui qui maîtrisait la communication, je dirais, et puis par la suite, je dirais, les suivants ont occulté aussi. Alors, c'est ces doubles difficultés. Comment faire un livre pour deux publics, un public qui connaît trop bien Vertières et un public qui n'a jamais eu accès à cette information. Voilà. Alors, on s'est dit, on va partir de façon factuelle. Donc, d'une part, on a comparé tous les actes tels qu'ils étaient, je dirais, édités ou publiés en Haïti ou ailleurs, et regarder toutes les différences d'approche. Et souvent, c'est le mot qui... Je vous prends un exemple, c'est que Rochambeau, lorsqu'il signe l'acte de capitulation, il laisse 500 à 800 blessés et malades dans les hôpitaux du Cap haïtien, hein,
à l'humanité de Dessalines, d'après l'acte de capitulation, mais lui oublie le mot blessé, il ne parle que de malade. Voilà, hein, comme si, je dirais, la bataille n'avait pas existé. Enfin, mais je dirais, il y a plein d'exemples comme ça qui montrent la présentation que chacun veut faire de cette bataille. Donc, on a fait ce travail, je dirais, de comparaison des différentes copies, en mettant simplement en valeur les différences qui existaient. La question, c'est pas de prendre parti, hein, mais de montrer pourquoi certains parlaient de quelque chose, l'autre l'oubliait, etc. Après, la deuxième chose qu'on a essayé de regarder, c'était la bataille elle-même. Bon, dans le roman national haïtien, la bataille est présentée comme une bataille, je dirais, héroïque, où Cap-à-la-Mort va effectivement devant la mort. Hein, il y a un boulet qui lui fait tomber le chapeau, le deuxième boulet qui tue son cheval blanc. Rochambeau arrête la bataille pour lui renvoyer un nouveau cheval blanc, enfin, pour remplacer, pour saluer l'héroïsme. Mais si on connaît bien Rochambeau, il n'est pas du genre à arrêter une bataille saluer l'héroïsme de l'ennemi. Hein, donc, et en regardant un peu plus, je dirais, les écrits militaires sur la bataille de Vertières, on s'aperçoit que Vertières est un point. Le Cap haïtien était entouré d'un amphithéâtre de montagne avec plein de forts, et que Dessalines a attaqué l'ensemble des forts de façon à disperser les forces françaises. Et le point clé, c'était Vertières qui protégeait la route qui rentrait au Cap. Voilà. Mais il fallait d'abord, enfin, donc c'est toute une stratégie militaire qui a été mise en place, et on s'aperçoit que les militaires français ont sous-estimé la capacité stratégique de l'armée indigène, telle qu'on l'appelait à l'époque. Voilà. Et on reprend, je dirais, on essaye de reprendre un petit peu la stratégie militaire qui a été utilisée pendant cette bataille. Bon, sachant que le point clé n'a pas d'ailleurs été Vertières, le point le plus élevé était le fort Charrier, qui était à côté de Vertières. Et les Français avaient eu le tort de le laisser inhabité, en se disant le fort Charrier qui est plus haut, mais il est sous le feu de Vertières, donc ils ne pourront pas y aller. Et Dessalines a réussi à monter un canon, alors avec beaucoup de pertes, hein, mais a réussi à monter un canon au fort Charrier, à bombarder en contrebas le fort Vertières, qui a explosé, et tous les militaires français ont été obligés de sortir du fort et ont entamé un repli, et Dessalines les a laissés se replier. Il aurait pu les tuer, hein, je dirais l'armée était défaite, mais tactiquement il savait que la bataille était gagnée, et que de toute façon il ne pourrait pas s'échapper puisque les Anglais tenaient la mer. Voilà. Donc on a ressorti aussi des archives françaises l'acte de capitulation franco-anglais qui a été aussi signé à ce moment-là, et qui est en général oublié aussi, alors que c'est un acteur, je dirais pas sournois, mais invisible. Enfin, en bon français, je dirais quand même la perfide Albion, hein, qui est toujours là. Et les Anglais vendaient des armes à l'armée indigène, hein, et pour les Anglais, aussi leur appréciation stratégique, c'était qu'il fallait affaiblir la France, sachant qu'ils n'étaient pas alliés d'Haïti, mais que dans un premier temps, l'affaiblissement de la France était la priorité, l'affaiblissement d'Haïti serait une seconde priorité. Voilà. Donc ils ont été alliés avec, dans cette bataille, enfin dans cette campagne, ils étaient des alliés objectifs de l'armée de Dessalines. Voilà. Et puis le troisième point qu'on a abordé dans ce livre, alors, je vous rassure, c'est un livre peu épais, il fait 120 pages, c'est un petit livre, on voulait qu'il y ait une grande diffusion, mais le troisième point, c'est un point tabou. C'est que Dessalines, enfin Rochambeau, a laissé dans les hôpitaux 500 à 800 soldats blessés ou malades qui ne pouvaient pas supporter le voyage. Il avait d'abord demandé aux Anglais de les amener avec lui. Les Anglais ont dit oui, contre rétribution, parce qu'il faudra les soigner, les nourrir, les transporter. Rochambeau a répondu, pas question de dépenser un centime pour mes blessés. Voilà. Bon, donc il les abandonne sur terre. Alors il fait mettre dans l'acte de capitulation qu'il les laisse à l'humanité de Dessalines pour se couvrir. C'est très bien qu'il y ait le sort qui va être réservé à ces blessés et ces soldats qui seront assassinés et noyés dans la baie du Cap quelques jours après l'évacuation. Voilà. Donc on revient sur ce sujet parce que c'est ce sujet qui a permis à Rochambeau et aussi aux Français de présenter Dessalines comme un sanguinaire, hein, et de présenter un peu l'armée indigène comme une armée de sauvages et de rebelles, etc. Bon,
Et donc on essaie de replacer un petit peu, se mettre un peu dans la tête des acteurs de l'époque, et quels étaient les pour, les contre, etc. Voilà, hein. Et pourquoi la décision, je dirais, d'assassiner, je dirais, ces soldats a été prise, hein, pas seulement d'ailleurs par la pression de l'armée indigène qui avait eu 12 ans de guerre, où il y a eu beaucoup de morts, et en général pas de prisonniers, hein, dans les batailles, hein, en général les batailles se terminaient toujours par l'extermination des vaincus, hein. Il y avait bien sûr ce désir de revanche de l'armée, mais il y avait d'autres éléments objectifs aussi, hein, qui expliquaient que cette fin était inéluctable, atroce, mais inéluctable. Voilà. Donc c'était important de revenir sur ce sujet-là, bon, qui bien sûr est difficilement traitable en Haïti, puisque on ne parle pas en général du sort de ces blessés. Et d'ailleurs, enfin, vous verrez dans le livre, pour ceux qui l'auront, que le passage de l'acte de capitulation a été abrégé sur cette question-là, hein, du côté haïtien, hein, parce que c'est un sujet sensible. Mais en même temps, l'histoire, c'est l'histoire, il faut la regarder en face, hein, de part et d'autre. Hein, et puis, je pense que... Alors, c'est une difficulté parce que cette bataille tombe dans un roman national des deux côtés, hein, du côté napoléonien, où le roman national de Napoléon est encore aujourd'hui existant, mais aussi c'est l'acte de création de l'État, d'ailleurs plus que le 1er janvier 1804, la création de l'État haïtien, et on pourrait plutôt la dater du 18 novembre. Certains disent la naissance de la nation c'est le 18 novembre, le 1er janvier 1804 c'est plutôt le baptême. Voilà, hein, parce qu'à partir du moment où l'armée évacue, je dirais, Dessalines est maître de son pays, les Haïtiens sont maîtres de leur pays. Mais la bataille de Vertières, effectivement, fait partie, je dirais, aussi du roman national, à juste titre, hein, mais on a voulu la réécrire en fonction des documents qui étaient à notre disposition. C'est précisément pour ça que, d'entrée, dans le titre, nous disons Vertières, épopée d'une nation, une façon de prendre le contre-pied, en fait, à ce roman national, pour dire que derrière l'épopée, il y a la réalité factuelle de 500 à 800 prisonniers dont le sort va être réglé d'un trait de plume par un accord entre deux généraux. C'est un moment important. Pourquoi? Parce qu'il s'agit, comme le dit très bien Jean-Claude, d'avoir un double regard. D'avoir un récit qui ne soit plus une page de roman national, mais qui puisse être lu de façon réversible, de part et d'autre, sans acrimonie, sans parti pris, mais aussi sans se voiler la face. Comme haïtien, pour moi, c'est un moment douloureux que de me dire que, après un acte signé solennellement par le père de la nation, finalement 800 malheureux soldats, parmi lesquels des noirs, des blancs, des mulâtres. Là encore, je ne vais pas revenir sur ce que j'ai dit d'emblée, à savoir que ce n'est pas une ligne de race que cette ligne de front, mais une ligne de conviction de part et d'autre de laquelle on trouve des gens de toutes les conditions. Et c'était difficile de se dire que ces hommes ont été passés par les armes sans procès, sans compter que en filigrane derrière cet acte, on va dire, de capitulation, notre objectif avec Jean-Claude, ce n'est pas pour dévoiler l'affaire, c'est de revenir sur le massacre de 1804, le massacre des Blancs. Et ceci n'est qu'un prélude, justement, à ce massacre. L'idée, c'est de se dire, on va détacher les deux événements pour considérer ce qui s'est passé ici, après la capitulation de Vertières, pour comprendre comment, justement, Haïti semble être entré dans l'histoire par un acte d'effraction, un acte sanglant, un acte contraire, justement, à la parole donnée, à la parole signée. Et il fallait pour moi, comme intellectuel haïtien, comprendre cela pour pouvoir l'accepter. Alors, c'est ici qu'il faut faire preuve d'humilité, de gymnastique intellectuelle, et de remonter à la source, et de comprendre que ce qui a été signé le 18 novembre 1803 entre Dessalines et Rochambeau n'est pas un acte de paix.
D'ailleurs, dans les différents documents que nous avons consultés, on hésite entre reddition, capitulation, évacuation, et à chaque fois, d'un point de vue militaire, la nuance sémantique est de taille. Vous comprenez? Entre une place que l'on évacue avec l'espoir d'y revenir avec de meilleurs moyens, une place que l'on rend avec l'engagement de ne plus y revenir, ou une place que l'on laisse à l'ennemi d'un point de vue tactique, etc. Donc, il y a toute une sémantique sur laquelle il fallait se pencher pour dire qu'une chose est sûre, c'est que en 1803, il est question de tout sauf de paix entre la France et Haïti. Donc, je ne sache pas qu'en pleine guerre, on confie à la bienveillance de l'ennemi, voyez, des soldats qui sont blessés, lorsque en face, il n'y a même pas de prisonniers. Parce qu'on aurait pu dire, dans le cadre d'un échange de prisonniers, on aurait pu donner ces 800 malheureux contre l'équivalent d'Haïti. Non, il n'y a pas de prisonniers dans l'autre camp. C'est-à-dire que nous sommes dans le cadre d'une guerre d'extermination, qui dit son nom d'ailleurs. On retrouve le texte de l'ordre donné à Leclerc d'exterminer, entre autres, tous les Noirs qui ont porté épaulettes dans l'armée française, de façon à leur enlever définitivement le goût de la liberté et de ne maintenir que des nègres de houx dans les sociétés antillaises une fois rétabli l'esclavage à partir de juin 1802. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne s'agit en aucun cas de la manifestation d'une cruauté qui serait atavique ou génétique aux Haïtiens, mais au contraire un acte d'une banalité à faire pleurer, parce qu'il y en a eu d'autres dans l'histoire, non seulement à Saint-Domingue, mais dans l'histoire de la France continentale elle-même, les protestants ayant été noyés par milliers dans le ponton de la France de l'Ouest pendant les guerres de religion. C'est dire donc que Haïti, sans vouloir dédouaner Dessalines, sans vouloir dédouaner qui que ce soit, mais il faut revenir à cette idée fondamentale que dans cet acte signé par Dessalines, il y a là encore une manœuvre éthiquement cynique de la part de Rochambeau, qui consiste à anticiper le massacre et à en faire porter la responsabilité à Dessalines, parce qu'on a presque envie de dire que on aurait presque pu ne pas mentionner la présence de ces 800 malheureux dans le compte de guerre. Ça, c'était un premier élément. Dire que entre la France et Haïti, il ne sera jamais question de paix jusqu'à la signature de l'ordonnance de Charles X de 1825. C'est une façon de dire que les deux pays sont dans un état de guerre, non seulement sur le papier, mais également sur le terrain. Parce que, une fois évacuée la place du Cap français par les troupes françaises en novembre 1803, il reste une division militaire française de l'autre côté de la frontière, dans ce qui n'est pas encore la République dominicaine, mais qui est une province coloniale française, d'ailleurs conquise par toute son ouverture, et où les troupes du général Ferrand vont continuer jusqu'en 1809, c'est-à-dire 5 ans après la proclamation de l'indépendance haïtienne, à guerroyer avec l'espoir de revenir et d'asservir de nouveau Haïti. C'est dire donc qu'il faut remettre l'ouvrage dans son contexte et considérer que, après Vertières, l'indépendance haïtienne est tout sauf garantie, parce que cette indépendance n'est reconnue par personne, elle est soutenue de façon tactique par les Anglais, par les Américains, parce que Haïti est à l'époque un pays riche, payant rubis sur l'ongle les armes, les munitions et tous les biens manufacturés dont vivait une bourgeoisie créole qui était assez opulente à l'époque. Il ne faut pas que nous regardions Haïti rétrospectivement avec les lunettes d'un pays pauvre, dépenaillé, avec un État totalement failli, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est l'inverse qu'il faut considérer. C'est un pays qui a les moyens militaires de défendre son indépendance contre quiconque voudrait attenter
à sa liberté. Et c'est bien pour ça que la France a préféré capituler. C'est un pays qui a vaincu ce qu'on appelle les trois couronnes, la couronne anglaise, la couronne espagnole, la couronne française, pour proclamer son indépendance. C'est un pays qui ouvre une brèche dans le système colonial occidental et qui va inspirer les Bolivar, les Miranda et peut-être même la Révolution américaine, si on considère que la révolte de Macandal, c'est 1770. L'indépendance américaine, c'est 6 ans plus tard. Il y a, à travers la geste, cette épopée haïtienne, qu'il faut bien assumer d'une manière ou d'une autre, une sorte de leçon symbolique donnée au reste du monde pour dire que la liberté est un bien commun, la liberté est une aspiration universelle qui n'a pas de prix, pour la conquête de laquelle les Haïtiens ont versé leur sang, mais aussi versé leur or, en payant une indemnité indue, d'accord, et pour laquelle Haïti continue de lutter, mais la spécificité de ce pays, c'est qu'elle s'est toujours battue seule dans le monde. Elle s'est toujours battue le dos au mur, et lors bien même que l'on considère que les valeurs que Haïti défend sont des valeurs universelles, personne n'ose s'approcher pour nous apporter de l'aide. C'est pour ça qu'on dit que ce pays c'est un trou noir et que tout le monde essaye de s'en tenir éloigné. Voilà. Si vous avez des questions, ça devient de pire en pire. Pourtant, avant, à cette époque dont vous êtes en train de parler, on était le meilleur sur le plan social, économique et latrien. Et au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il n'y a pas pire que nous. Qu'est-ce que vous suggérez en tant qu'Haïtien, aux politiciens, aux Haïtiens même, pour qu'on puisse avoir au moins, comment dire, un espoir, si j'ose dire. Merci. Lorsque vous dites qu'il fut un temps où nous étions les meilleurs, nous étions les plus riches, nous étions les plus sophistiqués, etc., j'ai envie de vous dire, ça n'a pas changé. Dans le fond, quand on varie les indicateurs, quand on cesse d'avoir l'obsession du produit intérieur brut, de la quantité de richesse produite, et que l'on s'intéresse par exemple à la quantité de tableaux peints, à la quantité de livres écrits, à la quantité d'associations de jeunes engagés pour des causes que nous pouvons considérer comme des causes d'avenir, Haïti est un pays phare. Hein? Demandez aux éducateurs, demandez à celles et ceux qui s'engagent dans les mouvements associatifs ou sociaux en Haïti, et vous diront qu'il n'y a pas meilleur vivier. L'Afrique du Sud ou l'Afrique ne serait pas libre tant qu'Haïti n'est pas libre. Yes. Donc aujourd'hui, il y a une grande manifestation dans les universités au monde qui soutiennent la Palestine, même ici en France, on le voit dans les universités. Et moi, je me demande, si la Palestine, c'est pas qu'elle est lointaine de l'Afrique, c'est pas qu'elle est lointaine, on partage sur le même humanisme, je me demande comment Haïti peut faire pour que le monde aussi se mobilise pour elle. Est-ce que, comme vous venez de dire, vous avez pris attache, exemple, avec les gens de l'Afrique du Sud, les intellectuels africains. Nous devons faire quelque chose parce que nous, en Afrique, on nous apprend, quand vous voyez un Haïtien, il faut le saluer avec 2 mains. Mais par contre, dans les faits en réalité, Haïti même a demandé à être membre de l'Union africaine. Et voilà des pantins qui ont dit non, mais par contre, Israël et nos observateurs, ils ont accepté. Donc la nouvelle tendance qui est en train de se faire en Afrique, comme au Mali et je ne sais pas d'autres, essayer de prendre contact avec ces gens-là qui ont changé et qui veulent l'émancipation de l'Afrique. Et qui dit de l'Afrique, dit d'Haïti. Aïe Bobo. Merci. Et cette solidarité africaine qui existe au niveau du peuple, mais qui ne s'est jamais manifestée au niveau des États. C'est un paradoxe qu'il faudra peut-être éclairer. Mais
pour te répondre, Michel-Ange, il nous faut justement faire un effort mental et nous représenter le paysan haïtien après 1804 comme Spartacus qui a réussi. C'est un esclave qui a rompu ses chaînes et qui va progressivement conquérir ces droits fonciers que ni Dessalines, ni Pétion, ni Henri Christophe, ni même Toussaint Louverture n'avaient prévu pour eux dans la Constitution. Parce qu'au sortir du système colonial, on va dire, pur jus, avant la Révolution, le rôle des commissaires envoyés par la France pour régir la société coloniale, c'est de mettre en place ce qu'on appelle un code rural qui définit pour le paysan qui n'est plus un esclave, mais un statut qui est en fait une sorte de servage. Parlant de Vertières, c'est parler d'une tranche d'histoire d'Haïti qui a été apprise à l'école, qu'on nous a enseigné. Est-ce que dans cette démarche, est-ce que vous voulez réécrire l'histoire ou corriger l'histoire? Dites-nous. Pour réécrire l'histoire, pour corriger l'histoire, il faudrait qu'elle soit déjà écrite. Or, l'histoire n'est jamais écrite. L'histoire est toujours un chantier. L'histoire est toujours en cours d'écriture. Donc, ce que nous avons voulu, c'est tout simplement apporter notre contribution de chercheurs, notre contribution à partir de l'analyse des archives, des écrits des autres écrivains, pour rendre plus explicite un aspect de l'histoire que nous considérions comme opaque. Donc, il ne s'agit pas de réécrire, parce que quand on dit réécrire l'histoire, on entend souvent falsifier, on entend souvent faire mentir les documents. Non, il s'agit d'un processus continu et nous ne sommes que de humbles chercheurs qui essayons de rendre les choses plus simples pour tout le monde. L'histoire comprend à la fois du mythe, du récit, du témoignage, de l'extrapolation, de l'exagération. En clair, l'histoire comme discipline est un genre littéraire. Donc il y a toujours moyen de faire le tri. Et justement le rôle de l'historien, de celui qui, non pas qui écrit l'histoire, mais qui raconte, en essayant autant que possible de coller à la réalité, son rôle, c'est justement d'être le plus vraisemblable, le plus véridique, le plus fidèle possible. On ne peut pas parler d'objectivité parce que quand on est embarqué, quand on est acteur, il y a des choses que l'on ne voit pas, mais le rôle d'un historien, d'un chercheur, en tout cas de quelqu'un qui prétend transmettre de la connaissance, c'est d'aller au plus proche possible des documents qui permettent d'étayer les vérités que nous avançons. On dit souvent que ce sont les gagnants qui écrivent l'histoire. Dans le cas d'Haïti, dans le cas de Vertières, est-ce que c'est ça? Je ne pense pas. C'est effectivement une sorte d'adage qui consiste à dire que ce sont toujours les gagnants qui racontent l'histoire. C'est pas vrai. Aujourd'hui, on se rend compte que l'histoire au quotidien s'écrit non plus de haut en bas avec une parole autoritaire que tout le monde serait obligé de répéter, mais c'est au contraire un construit collectif avec les réseaux sociaux qui contribuent parfois à rendre plus opaque le réel, mais qui contribuent aussi à rendre public des choses qui, en d'autres temps, seraient restées totalement confidentielles. Donc, c'est dans ce bouilli vidé, comme on dit en créole, dans ce bouillon commun qu'il nous faut, nous, intellectuels, faire le tri et considérer que la parole, aujourd'hui, n'est plus le monopole des gagnants. La parole est aujourd'hui appropriée par des bouches multiples. Les sources de l'information se sont beaucoup diversifiées. Donc, il arrive parfois aussi que ce soit les perdants qui parlent. Mais ce n'est pas une garantie de véracité parce que le perdant va faire pencher la balance dans un autre sens et la vérité n'y gagnera pas pour autant. Ok. Il y a dans un document, c'est l'acte de consolidation. Il y a, que l'on verra une vérité, c'est Rochambeau, lorsqu'il est parti, il a laissé derrière lui 800 Français, soldats français. D'après l'accord,
c'était au bon soin du général Dessalines. Mais malheureusement, le sort de ces 800 soldats, est-ce qu'on peut considérer ça comme un crime de guerre? Et malheureusement, c'est un mauvais dossier qu'on va porter sur le dos de Dessalines. Le concept de crime de guerre, tel que nous l'envisageons aujourd'hui, est un concept moderne qui ne serait d'aucune utilité si nous essayons de l'utiliser rétrospectivement. Vous voyez, les guerres existent depuis au moins le Moyen-Âge, pour ne rien dire de la préhistoire et de l'Antiquité. Et les cas donc d'exécution de prisonniers par l'armée qui a vaincu sont légion. Maintenant, à ne considérer que la période de la guerre d'indépendance haïtienne, il y a eu depuis 1789 jusqu'en 1803 des actes d'atrocité commis dans les deux camps d'une telle récurrence, d'une telle intensité que accuser Dessalines ou les autorités haïtiennes de crimes de guerre, ce serait totalement incohérent, parce qu'il faudrait pour cela condamner tout l'état-major français, Napoléon en premier, pour considérer donc ces gens ont du sang d'innocents sur les mains. Donc de façon purement factuelle, on peut dire que ce sont des prisonniers qui ne sont plus en état de combattre, qui ont été éliminés. Et en ce sens, d'un point de vue éthique, d'un point de vue strictement humain, c'est un acte difficile à entériner ou à tout simplement justifier. Mais maintenant, au-delà de notre éthique, je dirais, de compassion, il y a une éthique de responsabilité, qui est celle d'un chef de guerre, auquel on confie la vie de 800 malheureux, appelés, lorsqu'ils seront guéris, à reprendre le combat. Donc, en ce sens, on ne peut plus considérer que c'est la loi de la guerre qui entre en jeu, mais au contraire, pointer du doigt la cupidité du général français qui a eu le culot de confier la vie de ses propres troupes à une armée ennemie en pleine guerre. Donc c'est plutôt l'incohérence de l'abandon que le parjure de la parole donnée que je voudrais rappeler dans cet acte-là, parce que je pense que en tout pays, en toutes circonstances, ces prisonniers auraient connu le même sort. Ok. Il y a une question qui va ouvrir le débat. On a deux grands historiens. D'un côté haïtien, il y a Boubrin-Ardouin et Thomas Madiou. Est-ce que, à partir de vos recherches, est-ce que cela va remettre en cause le récit de l'histoire? D'abord, que je sache, et Boubrin-Ardouin et Thomas Madiou sont haïtiens. Donc ce sont deux auteurs haïtiens qui ont eu à cœur justement d'écrire cette page du roman national avec le maximum de véracité, mais aussi en essayant d'y insuffler un sentiment patriotique. Et je ne pense pas que ce que nous avons pu écrire, Jean-Claude et moi, entre en contradiction avec leurs propres conclusions. La seule différence, c'est que nous essayons d'aller lire entre les lignes, là où ils se contentent, en quelque sorte, d'affirmer à partir des éléments de leurs observations. Tout ça pour dire que nous avons, en tant que... Alors, pas seulement en tant qu'historien, mais en tant qu'historiographe, c'est-à-dire de personnes disposant d'un corpus historique beaucoup plus important que nos prédécesseurs, nous avons un avantage avec la possibilité de lire les écrits des autres auteurs, la possibilité de profiter des découvertes qui ont été faites dans les autres archives, ceux dont ni Boubrin ni Madiou n'ont pu se prévaloir. C'est pour cela donc qu'il se peut qu'un jour nous tombions sur des documents qui contredisent les affirmations de l'un ou de l'autre, mais ça ne voudra pas dire que c'est parce qu'ils sont haïtiens ou français qu'ils ont écrit dans ce sens. C'est tout simplement que l'état des lieux de la bibliographie historique était tel qu'à l'époque, ils ne pouvaient pas faire autrement. Oui. On parlait du massacre des 800 Français abandonnés par Rochambeau à Saint-Domingue. Voilà, alors qu'il avait eu la possibilité de les faire évacuer par les Anglais, mais qui demandaient rémunération pour le faire.
et il avait affirmé par lettre qu'il ne dépenserait pas un franc pour ses blessés. Donc effectivement, on peut parler d'abandon, parce qu'il avait une alternative qu'il a refusé de considérer. Et effectivement, les Anglais auraient gardé ces soldats prisonniers parce que pour les Anglais, c'était une monnaie d'échange contre d'autres prisonniers ou contre d'autres rançons. Les Anglais étaient habitués à gérer les prisonniers comme des monnaies solvables. Voilà. Ce que ne pouvaient pas faire des Salines, puisque Dessalines était en combat radical où il n'y avait pas de quartier entre les Français, et les Français auraient refusé toute négociation avec Dessalines. Alors après, si on regarde concrètement un petit peu l'équation que devait résoudre Dessalines, il avait une armée qui venait de gagner une grande bataille et qui avait un désir, je dirais, instinctif de vengeance par rapport aux 12 ans de bataille et de meurtre et de sévices, sans parler des 3 siècles d'esclavage. Donc il avait déjà, lui, donc Dessalines n'a pas forcément donné l'ordre, mais je dirais, le massacre a été fait probablement avec, non pas son assentiment, mais son laisser-faire, sans qu'il en ait, puisque son armée voulait, et il l'avait déjà annoncé au moment de... Quand les bateaux de Rochambeau ont quitté la rade du Cap Haïtien, et ils ont emporté avec eux un certain nombre d'Haïtiens qui avaient été du côté de Rochambeau. Et les soldats de Dessalines avaient dit non, les Haïtiens doivent rester en Haïti, bon, sachant que leur sort aurait été... Mais ils ont profité, eux, comme ils avaient changé de camp, ils ont profité pour partir. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont dit, si les Français partent avec eux, nous on se vengera. Voilà. Donc il y avait déjà une pression collective de son armée. La deuxième chose, c'est ce que disait Jean-Marie tout à l'heure, c'est que tous ces soldats, s'ils étaient rétablis et qui repartaient en France, ils pourraient faire partie de la prochaine expédition. Et en plus, ils étaient immunisés contre la fièvre jaune. Donc ils connaissaient le terrain, c'était des soldats aguerris qui allaient revenir, et beaucoup plus dangereux que les jeunes recrues qui connaissaient ni le pays, ni les maladies du pays. Donc c'était... Et Jacques Dessalines devait penser à la poursuite de la guerre. Hein, il avait gagné une bataille, mais on était toujours en guerre. Donc le deuxième élément, c'est pourquoi il allait lui dépenser de l'argent pour renforcer le camp adverse. Hein, d'un point de vue militaire, ça n'avait pas de sens. Et puis le troisième élément, mais je dirais tout à fait simple, c'est-à-dire que Dessalines avait aussi de nombreux blessés à soigner. Et ses ressources en personnel médical étaient faibles. Et les médecins étaient plutôt des médecins colons, etc., qui avaient fui la colonie. Donc il se retrouvait avec très peu de personnel médical pour soigner ses propres troupes. Et s'il devait en consacrer pour les troupes ennemies, ça se ferait au détriment de ses propres troupes. Hein, donc le choix est aussi un choix d'allocation de ressources. Est-ce qu'il choisissait plutôt de soigner et de nourrir ses troupes, ou est-ce qu'il choisissait de soigner et de nourrir le camp adverse? Donc c'est pour ça que ces 3 éléments, je dirais, combinés, à mon avis, à un autre élément plus symbolique, c'est-à-dire que l'adage, la maxime de l'armée indigène, c'était la liberté ou la mort. Et l'esclavage était la captivité. Et ce n'était pas dans l'ADN d'anciens esclaves de remettre même des soldats, je dirais, de la partie adverse en captivité. On se bat pour justement la liberté, et donc le choix, ça sera la liberté ou la mort. Et pour eux, c'est le choix qui est clair, et ils considèrent que ce choix est aussi le choix de la partie adverse. Oser la liberté, avant d'être un livre, c'est d'abord une exposition. Donc on a organisé avec les monuments nationaux et la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, on a organisé depuis novembre 2023 jusqu'en février 2024 une exposition pour la première fois en France et pour la première fois au Panthéon, qui essayait de raconter une histoire des combats pour la liberté à travers les combats des résistants à l'esclavage. Et donc ça a donné lieu à la fois à cette exposition, à des montages audiovisuels qui pourront circuler par la suite et qui reprennent chaque séquence de l'exposition
pour pouvoir prolonger, je dirais, la vie de l'exposition. Et puis au livre catalogue dont vous parlez, qui porte le même titre et qui permet vraiment de commenter et d'expliciter la manière dont on a conçu le projet. C'est-à-dire non pas l'histoire de victimes, mais l'histoire de combattants. On sait qu'il y a un problème de documentation. Comment ça a été pour trouver les documents authentiques? D'abord, il se trouve que par le passé, j'avais travaillé moi-même, j'avais développé un projet avec le ministère de la Culture pour le Comité national pour la mémoire de l'esclavage. J'avais créé la première base de données de tout ce qui existe dans les musées de France qui tourne autour de l'esclavage et du racisme. Donc aujourd'hui, comme vous le savez, toutes ces collections, elles sont numérisées, en grande partie numérisées. Donc vous avez un site internet en France qui s'appelle Joconde et qui présente toutes les collections de tous les musées de France, par thématique. Donc on a créé une thématique esclavage. Et quand vous allez sur Joconde et que vous tapez le mot esclavage, vous avez une sélection d'objets et d'archives que j'ai contribué à organiser et à créer, et qui, moi-même, après avoir créé ça, devient un outil de travail pour moi et pour plein d'autres. Donc je vais sur ce site, et sur ce portail, parce que c'est un portail, et à travers ça, je peux retrouver des objets que je connais, par exemple, ou des images que je connais, ou des tableaux, ou des sculptures. Et là, je peux choisir, d'abord trouver quel est le musée qui les possède, et je peux m'adresser au musée qui les possède pour demander le prêt, ou au moins demander l'autorisation d'utiliser l'image de cet objet ou de cette archive. Et j'ai fait la même chose avec la Bibliothèque nationale de France, qui, elle, garde les collections de tout ce qui est papier, donc documents imprimés, et puis aussi aux archives nationales, où, par exemple, quand on a voulu, avec Jean-Marie Théodat, on a voulu relater le contexte de la rançon que Haïti paye à la France pour qu'on reconnaisse son indépendance, on a pu emprunter le décret royal signé de Charles X, de la main de Charles X, avec les tampons royaux. Donc c'est des documents qui sortent très très rarement. Hein, c'est rare de pouvoir les montrer. Et on a pu emprunter ce document et qui montre quel est le texte exact que rédige Charles X pour obtenir cette rançon en échange d'une reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Voilà le genre de document. Et puis on est allé également dans des collections privées, donc notamment un grand collectionneur noir américain. C'est intéressant d'ailleurs de voir comment aux États-Unis, par exemple, pas seulement, mais en l'occurrence aux États-Unis, comment des Noirs américains qui sont des collectionneurs d'art se sont passionnés pour l'histoire d'Haïti et finalement ont acquis des archives qui ne sont ni en France, ni en Haïti, mais qui sont dans des collections privées aux États-Unis. Et donc là, on a pu obtenir de cet ami, enfin de cet collectionneur qui est devenu un ami, qui s'appelle Walter Evans, qui habite Savannah et qui toute sa vie a collectionné à la fois les œuvres d'art, mais aussi des archives. Et donc, il nous a prêté 2 lettres de Toussaint, enfin, oui, 2 lettres de Toussaint Louverture, et puis la fameuse lettre qui n'est pas dans les archives françaises, et qui est la lettre que Bonaparte adresse à Toussaint Louverture quelques mois avant de l'arrêter. L'exposition n'a pas eu lieu dans un musée. Ouais. Quel a été le grand défi pour vous? Ben justement, le défi, c'est que quand vous empruntez des pièces à un musée, vous donnez si vous le faites dans un autre musée ou dans un lieu d'exposition, vous donnez la garantie de sécurité au prêteur que les œuvres seront conservées dans de bonnes conditions, qu'elles ne seront pas exposées au froid ou à la chaleur ou à l'humidité ou à trop de lumière ou à des dangers de sécurité avec les visiteurs. Donc c'est ça qu'un espace muséal offre aux gens qui vont prêter. Or, le Panthéon n'est pas un musée. C'est un lieu solennel, c'est un lieu sacré, c'est un lieu qui est très respecté, mais surtout parce que c'est des morts qui reposent au Panthéon. Donc quelque part, ça a protégé les œuvres, mais il faut bien reconnaître que c'est quand même un risque que les prêteurs prennent en nous prêtant des œuvres qui vont être dans un lieu qui est plutôt de basse température, qui n'est pas humide, mais qui est de basse température. Et donc ça aussi, ça a conditionné la possibilité pour nous d'exposer certaines pièces, parce qu'il y a des pièces qui sont tellement anciennes qu'elles deviennent fragiles, parce que si elles datent de la Révolution française ou haïtienne,
Elles ont plus de 2 siècles, donc c'est très compliqué. Et il y a des choses qu'on aurait aimé avoir, qu'on n'a pas pu avoir. C'est pour ça qu'on avait ces montages audiovisuels qui nous permettaient de ramener des images qui n'ont pas pu être dans l'exposition. Il y a 4 grandes périodes. Oui, oui, oui. Est-ce qu'on peut en quelque sorte parler de ces En fait, c'est un découpage qui est le plus près de l'histoire. Parce que notre contrainte, c'était quand même de raconter l'histoire. Donc c'est vraiment des règles, je dirais, de base. Quand on a un sujet historique, c'est d'avoir à la fois un espace géographique et aussi d'avoir un espace temporel. Et donc notre espace temporel, il essayait de montrer au grand public qui connaît mal l'histoire de l'esclavage, ou qui n'en connaît que quelques bribes, à partir du moment quand est-ce que ça commence, pourquoi et comment ça commence, et comment on arrive à un moment où les abolitions vont être proposées. Donc les 4 périodes, elles rentrent dans ce grand cadre-là. Abolition, et la 4e partie, elle raconte comment les gens se sont battus pour obtenir des droits après les abolitions. Parce qu'après les abolitions, l'inégalité et l'infériorité raciale sont instaurées par l'esclavage. Et il y a tout un combat autour du 19e et du 20e siècle, et qui dure jusqu'à nos jours, contre le racisme aujourd'hui, qui permettent de montrer qu'une fois que l'esclavage est aboli, tout reste à faire. Et qu'il y a d'autres combats qui sont menés par des gens dès le 19e siècle, par les élus, par exemple, de Martinique, de Guadeloupe, de Guyane ou de La Réunion, mais aussi même par les Haïtiens pendant la République, et qui continuent au XXe siècle. On va jusqu'à, par exemple, la loi de Christiane Taubira, votée en 2001, et qui, pour la première fois dans le monde, reconnaît la traite et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Donc voilà la grande période, et après ça se découpe entre les origines de l'esclavage avec la profondeur historique, parce que l'esclavage évidemment a commencé bien avant l'esclavage atlantique, mais on essaye de développer la spécificité de l'esclavage atlantique, qui fait que les Africains, d'abord essentiellement des Africains, ensuite le fait qu'ils ont un statut qui n'est pas un statut simplement de paysans en servage, voilà, mais qu'ils brusquement ils vont être la propriété d'un autre être humain, ils vont transmettre leurs conditions à leurs enfants, etc., etc. Donc toutes les spécificités de l'esclavage atlantique. Et puis après, la période des insurrections, qui nous amène jusqu'à la Révolution française avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et la Révolution haïtienne qui commence à travers l'insurrection, on en a parlé, de 1791 à Saint-Domingue, voilà, et puis jusqu'à Bonaparte et le rétablissement de l'esclavage. Et puis la dernière période, enfin l'avant-dernière période, c'est la 2e abolition, puisque Bonaparte rétablit l'esclavage, donc il va falloir de nouveau l'abolir, en 1848 avec Victor Schœlcher. Et voilà, ça nous donne vraiment le contexte autour duquel, dans les conditions dans lesquelles la 2e abolition se déroule. Et puis, comme je disais tout à l'heure, on termine avec cette 4e séquence autour de tous les combats pour l'égalité et pour la liberté qui vont être menés après les abolitions. Tous ces efforts n'ont pas été faits. Quelle a été votre grande satisfaction? La grande satisfaction, c'est la fréquentation publique. C'est la première, je dirais, la première satisfaction. Votre sourire, par exemple, ça montre que je pense qu'on a réussi à toucher le public, à l'intéresser. Beaucoup de gens m'ont dit qu'ils avaient appris beaucoup de choses en visitant l'exposition. C'était l'objectif, en essayant tout en étant rigoureux sur, je dirais, l'histoire, en essayant d'être accessible à la portée du grand public. C'est toujours le grand écart, le truc difficile à réaliser. C'est à la fois être rigoureux sur je dirais la valeur historique de ce qu'on présente, et en même temps d'être accessible à n'importe qui, pour que n'importe qui puisse vraiment, même un petit enfant, puisse profiter de ce qu'on lui montre. Je crois que c'est peut-être ça qui est ma principale satisfaction, même si je suis rarement satisfaite, mais quand même je vois bien que les gens ont été touchés. Alors voilà, il y a ça, il y a la connaissance, partage de connaissances, et puis l'émotion. Parce que les gens, manifestement, ont été très touchés. Donc ça, c'est le deuxième plaisir qu'on a eu, je crois.